Pendant des années, nous pensions que le grand attracteur était la fin ultime. Mais nous avions tort. L'univers nous a joué un tour cosmique. Alors que nous cherchions ce qui était proche, les véritables géants se cachaient beaucoup plus loin. Nous avons d'abord trouvé le grand attracteur. Mais les données ne correspondaient pas. Ensuite, juste derrière lui, à 650 millions d'années-lumière, le superamas de Shapley est apparu. Même cela n'était pas suffisant. Car maintenant, dans l'obscurité la plus profonde, à exactement 800 millions d'années-lumière, la silhouette du superamas de Vela a émergé. Ces structures amènent la Voie lactée au point de rupture, avec une vitesse de 600 km par seconde. C'est pourquoi notre maison n'est pas un port calme, mais une rivière déchaînée. Si toi aussi tu veux explorer cette profondeur infinie, clique sur le bouton « J'aime », car face à ce que tu vas voir, ta vision de l'univers changera à jamais. Tu es prêt? Nous commençons. En ce moment même, alors que tu lis ces mots, tu penses que le fauteuil où tu es assis est totalement immobile. Quand tu regardes par la fenêtre, tu vois que les bâtiments sont fixes, que les arbres s'accrochent au sol avec leurs racines. Pendant des années, nous avons cru être dans ce coin de l'univers, dans un port calme et stationnaire. Notre soleil tourne tranquillement. Notre planète semble flotter sur une orbite sûre. Pourtant, cette sensation d'immobilité est la plus grande illusion que nous vivons à l'échelle cosmique. Car en réalité, en ce moment même, sans même que tu t'en rendes compte, toute notre galaxie dérive dans le vide spatial à une vitesse effrayante. Nous nous déplaçons à exactement 1,4 million de miles par heure. Ce n'est pas une promenade errante. Ce n'est absolument pas une dérive aléatoire. Nous sommes tirés. Juste derrière la Voie lactée, quelque chose de gigantesque se cache. Une masse si grande, si puissante, qu'elle attire vers elle chaque galaxie, chaque amas d'étoiles à des centaines de millions d'années-lumière. Et la partie la plus effrayante est celle-ci. Nous ne pouvons pas la voir directement. Notre propre maison, notre propre galaxie bloque notre vue. Maintenant, avec toi, nous allons entrer dans cette zone interdite, appelée la zone d'évitement. Nous passerons à côté de superstructures enfouies dans l'obscurité. Et nous ferons face à la force gravitationnelle la plus puissante que l'humanité tente de comprendre. Tu découvriras des milliers de nouvelles galaxies cachées derrière notre propre galaxie. Tu comprendras pourquoi les astronomes appellent une région de l'espace la zone interdite. Mais, d'abord, retiens ton souffle. Nous plongeons dans les profondeurs. Tout au long de l'histoire, il y avait une bande de ciel à laquelle les astronomes refusaient de faire confiance. Cette ceinture, qui coupait le ciel nocturne d'un bout à l'autre comme une cicatrice, était le plan même de la Voie lactée. Les télescopes dirigés vers là-bas donnaient des images floues et déformées. Les signaux étaient absorbés. Les galaxies qui devaient s'y trouver disparaissaient simplement. Donc cette région a été nommée la zone d'évitement. La raison de ce nom n'était pas un complot de l'univers contre nous. La raison, c'était nous. La Voie lactée n'est pas seulement cette rivière brillante que vous voyez dans un champ sombre. Elle est un disque plat composé de milliards d'étoiles, de nuages de gaz et de poussière, et nous sommes assis en plein dedans. Quand nous regardons vers les bords de l'univers, la plupart des directions sont claires. Mais, quand nous regardons vers le centre de notre propre galaxie, ou le long de ce plan plat, nous essayons de regarder à travers un matériel dense et poussiéreux de centaines de milliers d'années-lumière d'épaisseur. Cette poussière ne ressemble pas aux fines particules qui flottent dans ta chambre sous la lumière du soleil.
Dans l'espace, la poussière est composée de carbone, de silicates et de molécules gelées. Cette structure arrête la lumière visible, tout comme un mur de briques arrête ta main. D'énormes galaxies assises juste de l'autre côté deviennent invisibles pour les télescopes optiques. Des amas d'étoiles de la taille de cités de lumière sont avalés tout entiers par ce rideau sombre. Pour les premiers astronomes, c'était la fin de l'univers connu. Ils ont supposé qu'il n'y avait rien là-bas. Cette supposition fut l'une des erreurs les plus graves de l'histoire de la science, car vers le milieu des années 1900, les astronomes ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Quand ils ont cartographié toutes les galaxies qu'ils pouvaient détecter, ils ont trouvé un motif dérangeant. Les galaxies n'étaient pas réparties au hasard dans l'espace. Elles bougeaient, elles coulaient, et tout ce flux pointait vers une seule direction. Une direction suspectement proche de la zone d'évitement. Quelque chose les tirait, quelque chose caché derrière le seul mur qu'ils ne pouvaient pas voir. Imaginez cela ainsi. Tu es debout dans une ville où une montagne géante se cache derrière un brouillard épais. Tu ne peux pas voir la montagne, mais chaque route, chaque rivière, chaque courant de vent s'incline vers cette direction. Avec le temps, cette forme invisible se révèle non pas par la vue, mais par tout ce qu'elle influence. C'est exactement ce que la zone d'évitement a fait aux astronomes. Elle les a forcés à chasser des ombres et à sentir la forme de quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit d'observer directement. Les scientifiques ont nommé la source de cette attraction gravitationnelle le grand attracteur. Un nom dramatique, car la situation était exactement aussi dramatique. Mais, pour comprendre ce qu'était l'attracteur, ils devaient d'abord trouver un moyen de percer ce rideau. Dans les années 1980, un groupe d'astronomes a développé une nouvelle méthode pour compter les galaxies derrière la poussière. Ils ont utilisé la lumière infrarouge. L'infrarouge traverse la poussière galactique beaucoup plus facilement que les longueurs d'onde visibles. Soudainement, le brouillard a commencé à s'amincir. Il s'est avéré que ce qui se cachait derrière la Voie lactée n'était pas une région spatiale silencieuse et vide. C'était un univers peuplé, violent et époustouflant, qui nous était invisible depuis le début. Et quelque part dans cette foule, quelque chose attendait. Quelque chose avec assez de muscles gravitationnels pour traîner 100 000 galaxies sur des millions d'années-lumière. Il nous tirait vers lui comme on tire une corde dans l'eau. Ce qu'était réellement cette chose et à quel point elle pouvait être plus grande que ce qui était supposé au départ. C'est là que cette histoire devient beaucoup plus étrange, car les premières cartes n'avaient donné qu'un indice. Les premiers humains essayant de cartographier la zone d'évitement travaillaient presque à l'aveugle. Au début des années 1900, les astronomes n'avaient pas de détecteurs infrarouges, de télescopes à rayons X ou d'ordinateurs pour traiter des millions de points de données en une nuit. Ils avaient des plaques photographiques, des marques au crayon et des débats qui pouvaient durer des décennies. L'une des premières tentatives sérieuses pour lever le voile de cet inconnu est venue d'un astronome nommé Arlo Shapley. Dans les années 1920, Shapley essayait de cartographier toute la Voie lactée. En faisant cela, il heurtait constamment le même mur. Près du plan galactique, le nombre d'étoiles chutait soudainement. Non pas parce que les étoiles cessaient d'exister, mais parce que la poussière absorbait leur lumière avant qu'elle n'atteigne son télescope. Shapley a nommé cette région « zone d'évitement » pour la première fois, et le nom est resté. Il ne savait pas ce qui s'y cachait. Il savait juste qu'il n'obtiendrait pas de réponse claire. Or, les scientifiques honnêtes acceptent le point où les données deviennent non fiables. Mais Shapley a remarqué autre chose. Juste au-delà de la zone interdite dans la constellation du Centaure, une étrange concentration de galaxies
semblait se rassembler. Il essayait de cartographier la ligne de côte depuis un bateau dans le brouillard. Des décennies ont passé. Les télescopes se sont améliorés, mais la région est restée résistante. Ensuite, dans les années 1960, la radioastronomie a tout changé. Les ondes radio traversent la poussière interstellaire comme la lumière traverse le verre transparent. Les télescopes conçus pour recevoir des signaux radio ont commencé à détecter de l'hydrogène gazeux de l'autre côté de la Voie lactée, là où les astronomes optiques ne voyaient que l'obscurité. Les premières cartes radio étaient trop grossières. C'était comme dessiner un continent et deviner son intérieur en se basant sur quelques signaux côtiers. Mais elles ont confirmé une chose importante. Il y avait des galaxies derrière la zone, et en grand nombre, beaucoup plus que prévu. Arrivés aux années 1970, les premiers balayages sérieux de galaxies radio de la zone d'évitement étaient en cours. Les astronomes de l'observatoire de Parkes en Australie ont balayé le ciel avec une parabole de la taille d'un terrain de football. Ils ont écouté ce bourdonnement faible de la radiation de 21 cm de l'hydrogène émis naturellement par les galaxies. Et ils ont trouvé des centaines de galaxies cachées dans l'ombre de notre propre maison. Mais ce qu'ils ont trouvé n'était pas seulement un nombre, c'était un motif dérangeant. La distribution de ces galaxies n'était pas uniforme. Elle n'était pas répartie au hasard. Elles s'agglutinaient, se rassemblaient, comme de la limaille de fer attirée vers un aimant. Elles étaient tirées vers des points spécifiques. C'était le premier véritable murmure du grand attracteur. Pas une image, pas une structure confirmée, juste un déséquilibre gravitationnel. Une inclinaison où tout autour de nous, dans l'univers, pointait vers quelque chose d'énorme en direction du centaure et de la règle. L'une des équipes clés essayant de résoudre ce problème était un groupe d'astronomes surnommé les 7 samouraïs. À la fin des années 1980, ils ont utilisé les mouvements des galaxies elliptiques comme outil de mesure. En observant à quelle vitesse les galaxies bougeaient et dans quelle direction elles allaient, ils ont pu dessiner le paysage gravitationnel derrière la région. La conclusion à laquelle ils sont arrivés était choquante. En direction de la zone d'évitement, à environ 250 millions d'années-lumière, il y avait une masse concentrée assez puissante pour influencer le mouvement de tout l'univers local. Le grand attracteur n'était plus une théorie, c'était une mesure. Quant à savoir ce qui constituait exactement cette masse, cela restait inconnu. Et la quête pour répondre à cette question allait mener à des découvertes bien plus grandes qu'ils ne l'avaient imaginé. La percée n'est pas venue d'un plus grand télescope, mais d'une lumière plus intelligente. La radiation infrarouge, lancée au début des années 1980. Le satellite IRAS a cartographié tout le ciel en infrarouge pour la première fois. Quand les astronomes ont dirigé ces données vers la zone d'évitement, les résultats furent historiques. Des galaxies sont apparues. Pas quelques-unes, pas des douzaines. Des milliers de galaxies se sont matérialisées sur des cartes qui ne montraient rien en lumière visible. L'univers caché derrière notre propre galaxie était immense, peuplé et structuré. Derrière ce brouillard, en direction de la constellation de la Règle. Les astronomes ont confirmé l'existence d'un énorme amas de galaxies, l'amas de la Règle. Des milliers de galaxies de la taille de ville, liées ensemble par la gravité. Cet amas était presque exactement sur la position où les calculs gravitationnels disaient que le grand attracteur devait être centré. L'amas de la Règle contient à lui seul plus de masse que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Une seule galaxie, comme notre Voie lactée, possède environ 200 milliards d'étoiles. La masse de la Règle abrite des milliers de galaxies pressées les unes contre les autres
leurs gaz et leurs halos de matière noire. Ces effets gravitationnels s'étendent sur des dizaines de millions d'années-lumière. Mais c'était le moment où la pièce devenait silencieuse. Même la masse de la règle, malgré sa carrure gigantesque, ne pouvait pas expliquer entièrement le mouvement observé dans l'univers local. L'attraction pointant vers cette direction était trop forte. Le flux était trop large. Quelque chose devait être plus grand. Pensez-y ainsi. Si vous jetez une boule de bowling dans un lac, vous voyez les ondes se propager. Mais si les ondes sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus puissantes que ce qu'une seule boule de bowling peut expliquer, vous êtes obligé de penser que quelque chose de bien plus lourd a été jeté quelque part à proximité. L'univers montrait des ondulations qu'un seul amas ne pouvait produire. Quelque chose de plus grand attendait d'être trouvé. Et ce qu'était cette chose allait rendre l'histoire bien plus complexe que nous ne le pensions. Et cette complexité ne concernait pas seulement quelque chose qui nous tirait, elle concernait aussi quelque chose qui nous poussait. Car le mouvement dans cette région de l'univers était trop étrange pour être expliqué par une seule force d'attraction. Nous dérivons comme un bateau pris dans le courant d'une rivière. Mais nous commençons à peine à comprendre ce qu'est la chute d'eau qui nous attire, ou même où coule exactement la rivière. Cette histoire n'est pas seulement une histoire d'attraction. C'est l'histoire de la façon dont les plus grandes structures de l'univers ballottent notre galaxie d'un côté à l'autre comme une balle de ping-pong. Tout d'abord, nous devons saisir la vitesse de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les nombres sont si grands que l'esprit humain les transforme en expressions mathématiques abstraites et les rend inefficaces. Pourtant, cette vitesse n'est pas abstraite, elle est mortellement réelle. La galaxie de la Voie lactée se déplace dans le vide spatial à environ 1,4 million de miles par heure, c'est-à-dire à 630 km par seconde. C'est des milliers de fois plus rapide qu'une balle de fusil. C'est bien plus que la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Cette vitesse est appelée vélocité particulière. Pendant que l'univers s'étend, les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est une situation attendue. Mais notre galaxie ne dérive pas seulement avec l'expansion. Avec une vitesse supplémentaire ajoutée à l'expansion, elle court activement vers une direction précise. C'est comme si le tissu de l'univers glissait sous nous et que nous glissions avec lui. Tu ne sens pas ce mouvement parce que tout ce dans quoi tu te trouves, dans le Soleil, la Terre, l'atmosphère et toi, vous êtes tirés à la même vitesse dans la même direction. Tout comme tu ne sens pas la vitesse assis dans un avion, tu es assis dans un cockpit galactique. Mais nos fenêtres ne sont pas fermées. Quand nous regardons dehors avec nos télescopes, nous pouvons mesurer clairement cette déviation par rapport au fond diffus cosmologique. Et cette mesure montre une seule chose. Nous allons quelque part, et nous semblons très pressés. Alors, si ce qui nous tire est le grand attracteur, fournit-il toute cette vitesse? Pendant des années, la réponse a été supposée être oui. Mais, une découverte faite en 2017 a mis l'autre moitié de l'équation sur la table. En physique, chaque action a une source et la gravité ne fait pas que tirer. Les vides poussent aussi. Mais cela a été nommé le répulseur dipolaire. Pour comprendre ce concept, tu dois imaginer l'univers comme une éponge. Certains endroits sont pleins de matière et denses, tandis que d'autres sont des vides gigantesques. Le grand attracteur est le côté où la matière est dense, qui nous attire vers lui. Mais, exactement dans la direction opposée, à l'autre bout du ciel, en direction des constellations de Persée et des Poissons, se tient un néant gigantesque. C'est un vide, un voide,
une région si pauvre en matière, si dénuée de galaxies, qu'elle semble pousser tout ce qui l'entoure vers l'extérieur. En fait, techniquement, elle ne pousse pas. C'est juste que la force d'attraction dans cette région est si faible que l'attraction des régions denses de l'autre côté l'emporte. Et la matière s'enfuit de ce vide. Le résultat est le même. L'un tire, l'autre pousse. Notre galaxie est coincée entre ces deux centres de pression cosmique géants. Derrière nous, un vide de centaines de millions d'années-lumière de large nous pousse. Devant nous, le grand attracteur et les structures derrière lui nous tirent. Ce double moteur propulse notre univers local à une vitesse de 1,4 million de miles par heure. Cette découverte de 2017 a complètement changé la carte. Car désormais, nous n'allions pas seulement vers une cible, nous fuyions aussi quelque chose. Où cette fuite et cette poursuite nous mènent-elles ? C'est ici que notre concept de maison est ébranlé. Jusqu'en 2014, nous décrivions notre adresse ainsi: Terre, système solaire, Voie lactée, groupe local, superamas de la Vierge. Mais l'astronome Brent Tully de l'Université d'Hawaï et son équipe, en analysant les vitesses et les directions de milliers de galaxies, ont réalisé que le superamas de la Vierge n'était en fait qu'une petite extension d'une structure bien plus grande. Ils ont nommé cette nouvelle structure l'Aniakea, ce qui signifie « paradis incommensurable » en hawaïen. L'Aniakea est un continent dont les frontières ne sont pas tracées par des lignes géographiques, mais par des lignes de flux gravitationnels. Tout comme les eaux sur Terre se divisent en bassins, et que les eaux de chaque bassin se déversent dans une mer spécifique. L'univers est divisé en bassins gravitationnels. L'Aniakea est notre bassin. Son diamètre est exactement de 520 millions d'années-lumière. Il abrite plus de 100 000 galaxies. Et sa masse est équivalente à 100 millions de milliards de soleils. La Voie lactée ne se trouve pas au centre de cette structure géante, mais près de ses frontières les plus extérieures, dans une banlieue calme. Pourquoi cette découverte est-elle si importante ? Car ce que nous appelons le grand attracteur est en réalité le centre gravitationnel de l'Aniakea. C'est la capitale de notre superamas. Le groupe local dans lequel nous sommes, l'amas de la Vierge et des centaines d'autres groupes de galaxies coulent vers ce centre, comme les bras d'un système fluvial géant. Quand la carte de l'Aniakea a été dessinée, nous avons compris pour la première fois où nous nous tenions vraiment dans l'océan cosmique. Nous n'étions plus un radeau dérivant au hasard. Nous étions un navire naviguant sur une rivière spécifique, d'un continent spécifique, vers une chute d'eau spécifique. Mais l'Aniakea n'est pas la fin de l'histoire, car l'Aniakea bouge aussi. Il fait aussi partie d'un flux plus grand, et la direction de ce flux pointe encore derrière ce nuage de poussière maudit, vers la zone d'évitement. Même le corps géant de 500 millions d'années-lumière de l'Aniakea pourrait être attiré vers un monstre encore plus grand appelé le superamas de Shapley. Shapley est la plus grande concentration de masse dans notre coin de l'univers observable, assise bien derrière le grand attracteur, à environ 650 millions d'années-lumière de nous. Si vous pensez à l'Aniakea comme une ville, le superamas de Shapley est une métropole. Sa masse est 10 millions de milliards de fois celle de notre galaxie. Il est si grand qu'il défie à lui seul l'expansion de l'univers et lie tout autour de lui. Et les données montrent qu'il pourrait y avoir un pont invisible entre la structure que nous appelons le grand attracteur et Shapley. Un filament fait de matière noire long de centaines de millions d'années-lumière, pourrait relier ces deux géants. Si c'est vrai, le grand attracteur et Shapley sont deux pièces d'un système unique et gigantesque. À ce stade, nous devons nous arrêter
et réfléchir. Dans les années 1900, nous pensions que l'univers était stationnaire. Dans les années 1980, nous avons trouvé le grand attracteur. En 2014, nous avons dessiné l'Aniakea. En 2017, nous avons découvert le répulseur dipolaire et les liens avec Shapley. À chaque fois, nous avons dit d'accord. Maintenant, nous avons compris. Et à chaque fois, l'univers a répondu non, il y a plus grand. Actuellement, la carte que nous avons montre un schéma de flux s'étendant sur des milliards d'années-lumière. À Mess, la pièce la plus critique de cette carte, c'est-à-dire l'endroit marqué d'un X, n'est toujours pas totalement clair. Alors, quand nous rassemblons toutes ces structures, ces flux géants, ces vitesses effrayantes et ces répulseurs invisibles, qu'avons-nous en main? Que disent les vraies découvertes? Quand les scientifiques ont assemblé les pièces de ce puzzle géant, ils ont commencé à voir non seulement la place des galaxies, mais aussi l'avenir de l'univers. Et les dernières observations faites dans les profondeurs de la zone d'évitement, dans cette partie obscure, à 10%, murmurent que ce qui nous attend pourrait ne pas être seulement un centre d'attraction. Car quand les ondes radio traversent la poussière et arrivent, elles portent des signaux qui ne devraient pas être là. Au-delà même de Shapley, en dehors des frontières de l'Aniakea, là où finissent les cartes connues, il y a quelque chose. Peut-être que la chose principale qui nous tire est cette structure ultime que nous n'avons pas encore nommée. Il est maintenant temps de lever complètement ce rideau et de regarder à la lumière des données les plus récentes, ce qui gît vraiment au cœur de cette obscurité. Et juste à ce moment-là, quand les données ont commencé à affluer sur les écrans, les astronomes ont eu le souffle coupé. Pendant des années, nous pensions regarder un mur sombre. Derrière ce rideau poussiéreux, nous attendions le vide, le silence ou un espace ordinaire. Mais, au moment où l'œil de la technologie a percé ce rideau, ce qui se tenait devant nous était un chaos au-delà des attentes. Quand les ondes radio et les rayons infrarouges ont traversé la poussière pour frapper les détecteurs, l'univers nous a fait sa blague. La zone d'évitement n'était pas vide. C'était la place la plus peuplée, la plus bruyante et la plus violente d'une métropole cosmique. Le premier choc est venu directement du cœur de la région calculée comme étant le grand attracteur, la masse de la règle. Cette structure ne devait pas être là, du moins pas aussi dense, pas aussi brillante et pas d'une manière aussi violente. Vue du centre de notre propre galaxie, là où les nuages de poussière sont les plus épais, des milliers de galaxies étaient enchevêtrées. Ce n'était pas une illusion. La masse de la règle siégeait à environ 220 millions d'années-lumière de nous. Pour comprendre cette distance, tu dois forcer ton cerveau à 220 millions d'années-lumière. Quand la lumière de cet amas est partie, il n'y avait pas encore d'humains sur Terre. Les dinosaures régnaient sur la planète. Les plantes à fleurs venaient à peine d'évoluer. Cette lumière a voyagé dans le vide spatial pendant 220 millions d'années, a frappé le mur de poussière de la Voie lactée. S'est affaiblie mais n'a pas disparu. Et maintenant, elle a atteint nos télescopes. La masse contenue dans l'amas de la règle repousse les limites de la perception humaine. Une seule galaxie, K5 comme notre Voie lactée, abrite entre 200 milliards et 400 milliards d'étoiles. La masse de la règle emprisonne des milliers de ces géants dans un espace étroit comme des bâtiments au centre d'une ville. Mais ce qui était vraiment effrayant, c'était que cet amas n'était pas calme. La règle est l'un des accidents de la route les plus violents de l'univers. Les galaxies ne dansent pas ici, elles entrent en collision, fusionnent et se déchirent mutuellement.
la force d'attraction est si immense que les gaz à l'intérieur des galaxies chauffent à des millions de degrés et créent une brillance aveuglante dans les télescopes à rayons X. Mais ce qui a vraiment horrifié les scientifiques n'était pas cela, c'était les mathématiques. Car les calculs ne collaient pas. La masse de la règle était géant, oui, mais il n'était pas assez géant pour traîner notre galaxie à 1,4 million de miles par heure. Il manquait quelque chose. Même ce monstre ne pouvait pas expliquer à lui seul la dérive que nous vivions. C'est pourquoi les regards se sont tournés plus profondément. Et le deuxième choc est arrivé en 2014. Mais cette découverte est l'un des plus grands moments de comment avons-nous pu rater ça de l'astronomie moderne. Car encore plus profondément dans la zone d'évitement, dans cet angle mort où la poussière est la plus dense, se cachait une structure bien plus grande que la règle, le superamas de Vela. Pendant des années, des décennies, il était là. Mais nous ne pouvions pas le voir, car la bande la plus sombre de la Voie lactée l'avait parfaitement masqué. Les dimensions du superamas de Vela sont si grandes qu'elles défient les lois de la physique. Il est à environ 800 millions d'années-lumière de nous. Mais la zone qu'il couvre est si vaste que pour aller d'un bout à l'autre, même à la vitesse de la lumière, cela prendrait 300 millions d'années. Cette structure équivaut à elle seule à la masse de 1000 voies lactées. Imaginez, pas 1000 galaxies, mais autant de matière que 1000 masses de la Voie lactée, étalées dans l'espace sous la forme d'une toile géante. Vela était une ville fantôme jusqu'à ce que les radiotélescopes captent ce faible murmure de l'hydrogène. Cette découverte a fait redessiner les cartes, car Vela était un deuxième moteur, caché derrière le grand attracteur. Au bout de cette corde invisible qui tirait notre galaxie, il n'y avait pas seulement la règle, bien plus loin, étalée sur une zone bien plus large. Vela tirait aussi. Le monde scientifique a été secoué par cette découverte. Les données publiées en 2017 ont prouvé que Vela apportait une contribution immense à la vitesse de flux de l'univers local. Mais les surprises de l'univers n'étaient pas finies, car le véritable géant qui allait changer la définition du mot « grand » attendait derrière tout cela, au plus profond des ombres. Voici le plus grand choc, le superamas de Shapley. Si la règle est une colline, Vela une montagne, Saka, alors le superamas de Shapley est l'Everest. Cette structure est la plus grande concentration de masse dans notre coin de l'univers observable. Au-delà du grand attracteur, de la règle et de Vela. Il siège à environ 650 millions d'années-lumière de nous. Mais sa masse est inconcevable. Le superamas de Shapley possède une masse de 10 millions de milliards de soleils. Je répète le chiffre, 10 millions de milliards. Plus de 8000 galaxies ont été détectées à l'intérieur de cette structure. Mais ce ne sont pas des galaxies ordinaires. Au cœur de Shapley gît un monstre nommé A3, 5, 5, 8, l'un des amas de galaxies les plus denses de l'univers. Cette région est si dense qu'elle courbe le tissu de l'espace-temps, dévie la trajectoire de la lumière et asservit tout ce qui se trouve dans un diamètre de centaines de millions d'années-lumière autour d'elle. Avec la découverte de Shapley, les astronomes ont réalisé une vérité effrayante. Ce que nous appelons le grand attracteur pourrait en fait être un dos d'âne sur la route menant à Shapley. Nous pensions être tirés vers la règle. Ensuite, nous avons vu Vela. Mais Hapats, en réalité, nous coulons tous, avec toutes ces structures, vers le superamas de Shapley. Ce superamas est si puissant qu'il maintient sa propre intégrité malgré l'expansion de l'univers
et avale son environnement. Il laisse le patron gravitationnel de l'univers local. Shapley est le maître incontesté de notre quartier cosmique. Mais, ici surgit un paradoxe. Les lois de la physique disent que la gravité diminue avec la distance. Shapley est très grand, oui. Mais il est aussi très loin. 650 millions d'années-lumière. C'est une distance assez longue pour que l'effet gravitationnel s'affaiblisse. Malgré cela, la vitesse de notre galaxie ne diminue pas. Au contraire, nous accélérons comme si quelqu'un nous poussait par derrière. Il ne doit pas seulement y avoir des géants devant, mais aussi une force derrière qui est en action. C'est exactement à ce point qu'est née la question qui a empêché les scientifiques de dormir. La règle tire, Vela tire, Shapley tire de toutes ses forces. Mais cette attraction ne suffit pas à expliquer totalement cette vitesse de 1,4 million de miles et cette direction spécifique que nous mesurons. Dans cette région de l'univers, la matière est si dense que l'équilibre de quelque chose est rompu. Si nous sommes seulement tirés, pourquoi sommes-nous si rapides? Pourquoi semblons-nous avoir remporté une victoire aussi nette contre l'expansion de l'univers? La réponse pourrait être cachée là où nous ne regardons pas. Nous avons toujours tourné nos télescopes vers les lumières brillantes, les amas géants, les nuages de gaz dense. Nous avons cherché la masse. Nous avons cherché la matière. Mais, si la moitié de l'univers est matière, l'autre moitié est vide. Et nous avions totalement négligé la partie vide de l'équation, que peut-être que ce qui nous accélère n'est pas les masses géantes devant nous, mais le néant géant derrière nous. Et quand la réponse est arrivée en 2017, la carte déposée sur la table des astronomes a ébranlé notre compréhension de l'univers jusqu'à la racine. Car il a été prouvé que ce qui nous accélère n'est pas seulement les masses géantes devant nous, mais aussi un néant géant derrière nous. C'était contraire aux intuitions de la physique. Le vide ne pouvait pas exercer de force. Le vide ne poussait pas. Pourtant, les données ne mentaient pas. Notre galaxie, comme fuyant l'obscurité derrière elle, courait vers la lumière devant elle. Cette découverte montrait que le moteur de l'univers n'était pas à un bar, mais à 2 pistons. La première et la plus bouleversante découverte fut la structure nommée le répulseur dipolaire, au point exactement opposé du grand attracteur dans le ciel, en direction des constellations de Persée et des Poissons. Il y avait quelque chose qui ne devait pas être là, un vide absolu. Cette région était large de centaines de millions d'années-lumière, mais son intérieur était presque totalement vide. Une zone morte purifiée de galaxies, isolée de la matière. Dans des conditions normales, un vide ne devrait pas avoir d'effet gravitationnel, car la gravité, comme son nom l'indique, nécessite de la masse. Mais, à l'échelle universelle, les choses fonctionnent différemment. Et ainsi devant vous, en direction du grand attracteur, il y a une matière très dense, et derrière vous, en direction du répulseur dipolaire, il n'y a pas de matière, alors que l'attraction devant vous vous tire, le vide derrière vous ne peut pas vous retenir. Cette situation crée une force de poussée effective. Notre galaxie coulait hors de ce vide géant, vers l'endroit où se trouvait la densité de matière. Les chiffres ont révélé l'horreur de ce scénario. Près de la moitié de cette vitesse inconcevable de 1,4 million de miles par heure de la Voie lactée provenait de cette force de poussée. Pendant des années, nous avons seulement cherché ce qui nous tirait. Pourtant, la force qui nous poussait par derrière était au moins aussi puissante que l'attracteur devant nous. Nous étions comme une feuille dérivant devant un vent cosmique.
Le vent soufflait à la fois par derrière et le centre de basse pression devant nous aspirait. Cette découverte semblait impossible, car le fait que l'univers fasse une distinction aussi nette entre plein et vide à une échelle aussi grande était contraire à l'homogénéité prédite par les modèles standards. Mais les anomalies de l'univers ne se sont pas arrêtées là. Le deuxième grand choc était caché dans le fond diffus cosmologique. Ce rayonnement est la lumière la plus ancienne restante du Big Bang et doit être distribuée également partout dans l'univers. Les différences de température doivent être de l'ordre d'un 10 millième. Mais, dans l'hémisphère sud du ciel, en direction de la constellation de l'Éridan, une cicatrice géante que les physiciens appellent le point froid a été trouvée. Mais cette région était inexplicablement froide par rapport à son environnement. Trop grande pour être une erreur statistique. Trop régulière pour être une fluctuation aléatoire. C'était une anomalie s'étendant sur un diamètre d'environ 1,8 milliard d'années-lumière. Cette tache couvrait une zone de 13 degrés dans le ciel, c'est-à-dire des milliers de fois la zone couverte par la pleine lune. Les théories ne permettaient pas l'existence d'une structure aussi grande. Selon la cosmologie standard, l'univers devait être lisse à cette échelle. Quand les scientifiques ont cherché la source de ce froid, ils ont à nouveau rencontré ce mot effrayant, super vide. On pense que le point froid est créé par le plus grand vide de l'univers connu, situé à environ 3 milliards d'années-lumière de nous. La lumière perd de l'énergie en traversant ce vide et nous arrive froide. Ce super vide était grossièrement aligné avec le flux du grand attracteur et de Shapley. C'était comme si notre coin de l'univers faisait partie d'un désordre structurel géant s'étendant sur des milliards d'années-lumière. D'un côté, des amas de matière inimaginablement denses. De l'autre, des vides inimaginablement profonds. L'univers n'était pas uniforme comme écrit dans les manuels. Il était rempli de précipices et de montagnes géantes. Et enfin, au-delà de toutes ces découvertes, la trouvaille la plus dérangeante est apparue. Le flux sombre. Même la masse géante du superamas de Shapley ne suffisait pas à expliquer la totalité du mouvement des galaxies vers cette direction. C'était comme si MSS, derrière Shapley aussi. Là où la carte finissait, il y avait quelque chose de plus grand. Cela a été nommé le flux de masse. Ce flux s'étendait au-delà de l'Aniakea, au-delà de Shapley, à une distance de plus de 3 milliards d'années-lumière. Les mesures montraient que les galaxies coulaient comme une rivière vers une source au-delà des frontières de l'univers observable. Cela devait être physiquement impossible, car la vitesse de la lumière est limitée. L'âge de l'univers est limité. Le fait que quelque chose au-delà de l'horizon que nous pouvons voir nous influence si fortement menait au problème de l'horizon cosmologique. Nous étions tirés par un monstre que nous ne voyions pas, dont la lumière ne nous avait pas encore atteint, peut-être totalement en dehors de la partie de l'univers que nous pouvons voir. Et que certains scientifiques ont essayé d'appeler cela extension de la concentration de Shapley. C'est-à-dire que Shapley était bien plus grand que nous le pensions et s'étendait vers l'arrière. Mais d'autres ont soutenu que cela provenait d'une inclinaison fondamentale dans la structure de l'univers, d'une mégastructure bien plus grande que nous. Alors que nous pensions avoir découvert seulement un continent, nous avons réalisé que ce continent glissait en fait vers un océan géant. Nous ne savions pas à quel point l'océan était profond ou ce qu'il y avait sur la rive opposée. Tout ce que nous savions, c'était que le courant était inarrêtable. Ces découvertes, le répulseur dipolaire, le point froid et le flux sombre.
ont prouvé que l'univers est rempli de structures bien plus complexes, bien plus sauvages et bien plus grandes que nous le pensions. La Voie lactée n'était pas un bateau dans un lac calme, mais une barque dérivant dans un océan tempétueux. D'un côté, des masses géantes qui nous avalent, de l'autre, des vides géants qui nous poussent, et au-delà de l'horizon, des géants inconnus qui nous appellent. Désormais, la réponse à la question « Où sommes-nous » a changé. Mais la vraie question commence maintenant. Comment ces roues géantes tournent-elles? Comment la matière invisible, c'est-à-dire la matière noire, lie-t-elle ces galaxies entre elles? Et nous, comment pouvons-nous mesurer ces structures à des millions d'années-lumière, aussi précisément derrière la poussière de notre propre galaxie? Il est temps d'ouvrir le capot de cette machine cosmique. Mais comment cela fonctionne-t-il? Comment pouvons-nous décrire avec un langage aussi certain ces structures invisibles à des millions d'années-lumière derrière le rideau poussiéreux de notre propre galaxie? Pendant des années, nous avons seulement fait des suppositions. Nous avons écrit « Il y a des dragons ici » dans les vides des cartes. Mais, maintenant, nous n'avons pas seulement des légendes en main. Nous avons les balances et les règles les plus précises de l'univers. Dans cette partie, nous allons un peu réduire notre vitesse, car sans comprendre l'ingénierie et la physique derrière ces découvertes géantes, il est impossible de saisir la vraie valeur des trouvailles. Maintenant, nous allons soulever le capot de cette machine cosmique et regarder comment tournent les engrenages. Notre premier mécanisme est la technologie de la lumière infrarouge, qui révèle le squelette invisible de l'univers. Pour comprendre cela, utilisons une métaphore simple. Imagine que tu conduis une voiture dans un brouillard épais. Tu allumes tes phares, mais la lumière se reflète sur le brouillard et tu ne peux pas voir devant toi, car les ondes de lumière visibles heurtent les gouttelettes d'eau dans l'air et se dispersent. Mais, si tes yeux fonctionnaient comme des caméras thermiques, tu pourrais voir clairement un camion au moteur chaud derrière le brouillard. Et car la chaleur, le rayonnement infrarouge, traverse le brouillard bien plus confortablement que la lumière visible. Le plan de la Voie lactée est comme ce brouillard épais. Les trilliards de grains de poussière à l'intérieur absorbent et dispersent la lumière visible venant des étoiles. Les télescopes optiques heurtent ce mur. Mais des projets comme 2MASS, entrés en service dans les années 1990, ont balayé le ciel sur une longueur d'onde de 2 microns, c'est-à-dire dans la bande infrarouge proche. La lumière à cette longueur d'onde est assez longue pour se faufiler entre les grains de poussière. La poussière ne peut pas l'arrêter complètement. Elle l'affaiblit juste un peu. Physiquement, ce processus repose sur la relation entre la longueur d'onde de la lumière et la taille des grains de poussière. La longueur d'onde de la lumière visible est en moyenne de 0,5 microns et cette taille est presque identique à celle des grains de poussière dans l'espace. C'est pourquoi elle est facilement bloquée. Mais la lumière infrarouge de 2,2 microns est environ 4 fois plus grande que les grains de poussière. Grâce à cela, elle peut continuer son chemin sans s'accrocher aux obstacles. Grâce à cette technique, les astronomes ont réussi à cartographier 87% de la zone d'évitement. Dans une zone qui paraissait autrefois toute noire, dès que nous avons mis nos lunettes infrarouges, des dizaines de milliers de nouvelles galaxies ont commencé à scintiller. Les vraies dimensions de la masse de la règle et ce paysage urbain bondé sont apparus grâce à ce point de vue à longue longueur d'onde. Le deuxième mécanisme, et peut-être plus critique, est l'observation au rayon X. Compter les galaxies est une chose, mais comprendre leur masse et leurs interactions est tout autre chose.
La métaphore qui entre en jeu ici est la radiographie d'un médecin. Quand tu regardes de l'extérieur, tu vois seulement la peau d'un humain. Mais quand tu regardes avec une radiographie, tu vois les os, les fractures et la structure interne. Les os de l'univers sont le gaz chaud entre les amas de galaxies. Les amas de galaxies ne sont pas seulement composés d'étoiles. En fait, la grande majorité de la matière normale de l'amas est le gaz à l'état de plasma remplissant le vide entre les galaxies. À une température de millions de degrés, ce gaz est si chaud qu'il n'émet pas de lumière visible et à la place, il émet des rayons X à haute énergie. Des télescopes comme l'Observatoire de rayons X, Chandra ou eROSITA captent ces rayons. C'est ce qui nous permet de comprendre la violence au cœur de la masse de la règle. Alors que les galaxies bougent dans l'espace, elles traversent ce gaz chaud. Tout comme un avion crée des ondes de choc quand il dépasse la vitesse du son, les galaxies subissent un effet appelé pression dynamique en avançant dans ce gaz. La résistance du gaz balaie le propre gaz froid de la galaxie vers l'arrière et forme des queues de millions d'années-lumière de long derrière la galaxie. Ces queues bleues et longues que nous voyons dans des galaxies comme ESO 137-00 montrent que la galaxie saigne. Les données rayons X ne nous disent pas seulement qu'il y a quelque chose là-bas, mais elles nous disent aussi à quel point cette chose est chaude, par endroits 100 millions de degrés, à quel point elle est dense et dans quelle direction elle bouge. C'est comme lire le thermomètre de l'univers. Le troisième mécanisme est la ligne d'hydrogène de 21 cm, qui rend l'invisible visible. L'élément le plus abondant dans l'univers est l'hydrogène. Les galaxies, les étoiles, les nuages de gaz, tous sont faits d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène neutre émettent une onde radio très spécifique selon les règles de la mécanique quantique. Un signal d'une longueur d'onde de 20 et 1 cm. Ce signal est le murmure le plus silencieux mais le plus insistant de l'univers. Tu peux penser à cela ainsi, dans un stade bondé et bruyant. Imagine que quelqu'un siffle une note précise au moment où tout le monde se tait. Ce son de sifflet peut être entendu à travers la foule, derrière les murs, et même depuis l'extérieur du stade. Le signal de 21 cm est ce sifflet. Les nuages de poussière peuvent arrêter la lumière des étoiles. Mais les ondes radio de 21 cm traversent la poussière comme un fil dans du beurre. Cette technique a joué un rôle clé dans la découverte du superamas de Vela. Vela était totalement invisible pour les télescopes optiques. Même dans les balayages infrarouges barres verticales, il était très pâle car il était derrière la bande de poussière la plus dense de la Voie lactée. Mais quand le radiotélescope de Parkes a collé son oreille à cette région, il a entendu ce sifflet caractéristique de l'hydrogène. Il ne venait pas d'un seul point, mais de milliers de points différents. Chaque signal criait l'existence d'une galaxie géante. En mesurant les taux de décalage vers le rouge de ces signaux, les scientifiques ont calculé à quelle distance de nous étaient ces galaxies et à quelle vitesse elles bougeaient. Résultat, à 800 millions d'années-lumière, une structure géante de 1000 masses de Voie lactée, sans les ondes radio. Vela resterait aujourd'hui encore une tache vide sur nos cartes. Le quatrième mécanisme le plus sophistiqué est les mesures de vélocité particulières. C'est un système de navigation cosmique. Comme l'univers s'étend, chaque galaxie s'éloigne de nous. Cela s'appelle le flux de Hubble. Mais la gravité ajoute ses propres courants locaux sur ce flux général. Quand les scientifiques mesurent la vitesse d'éloignement d'une galaxie par rapport à nous, ils peuvent distinguer quelle part vient de l'expansion de l'univers et quelle part vient de l'attraction locale.
Ce calcul ressemble à la mesure de la vitesse d'un bateau naviguant sur une rivière, le moteur du bateau. L'expansion de l'univers, l'Atsir, l'emmène en avant à une vitesse constante. Mais le courant de la rivière, la gravité, le tire à droite ou à gauche. Si tu connais la vitesse totale du bateau et la puissance du moteur, tu peux calculer la vitesse et la direction du courant de la rivière. Les astronomes ont fait cette opération une par une pour des milliers de galaxies. Des catalogues géants comme Cosmic Flows 3 ont cartographié les vecteurs de vitesse de 18 000 galaxies, et quand ces vecteurs ont été rassemblés. Ce qui est apparu était la carte de l'Aniakea. Il a été vu que les galaxies ne bougeaient pas au hasard, mais coulaient vers des bassins géants. La découverte du répulseur dipolaire s'est aussi faite grâce à cela. Car les galaxies n'allaient pas seulement vers le grand attracteur, elles fuyaient aussi le vide derrière elles. Cette vitesse de fuite ne pouvait être révélée que par les analyses de vélocité particulières. Vous ne pouvez pas voir cela en regardant seulement la lumière. Vous devez regarder le mouvement. Cette technique nous a permis de filmer une vidéo dynamique de l'univers. Pas une photo statique. Toutes ces techniques, infrarouges, rayons, X, ondes radio et vecteurs de vitesse, nous ont montré seulement une partie de la zone d'évitement. Nous en avons éclairé 90%. Mais il reste encore cette tranche finale de 10% très proche du centre de la Voie lactée, qui résiste même à nos outils les plus avancés. La poussière y est si dense, la foule d'étoiles si nombreuse, que les signaux se mélangent. Même les ondes radio se perdent dans le bruit. Et les simulations murmurent que la vraie grande surprise pourrait être derrière cette dernière bande sombre. Alors, de quoi avons-nous besoin pour lever ce dernier rideau? Ces nouveaux yeux d'une échelle jamais vue auparavant, que l'humanité construit actuellement. Pourront-ils percer cette obscurité? Et la puissance qui percera cette obscurité a désormais dépassé la capacité d'un seul télescope ou d'un seul pays. Car pour éclairer cette dernière bande d'obscurité totale de 10% de la Voie lactée, c'est-à-dire l'angle mort derrière le centre galactique, l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité est en construction. Les outils que nous utilisions jusqu'à présent ressemblaient à regarder par le trou de la serrure. Maintenant, arrive une technologie qui va arracher la porte de ces gonds. Dans cette partie, nous examinerons comment fonctionnent les super-yeux de nouvelle génération et les cerveaux numériques qui recréent l'univers en laboratoire. Notre premier et plus gigantesque mécanisme est le Square Kilometer Array, ou SKA. Pour comprendre ce projet, n'imaginez pas une seule antenne géante. Pensez plutôt à un organisme biologique où des milliers de petites oreilles se rassemblent pour former une super-oreille unique et géante. Des milliers d'antennes s'étendant dans les déserts les plus silencieux d'Afrique du Sud et d'Australie se connectent par des réseaux nerveux de fibres optiques pour agir comme un seul télescope. Physiquement, ce système fonctionne avec un principe appelé interférométrie. La résolution d'une seule antenne parabolique est limitée par le diamètre de la parabole. Plus vous faites une parabole grande, plus vous voyez net. Mais construire une parabole d'un seul tenant de 1 km de diamètre est impossible selon les règles de la gravité et de la science des matériaux. Quand le SKA, en étalant des milliers d'antennes sur une large zone et en combinant leurs signaux avec une précision de millisecondes grâce à des superordinateurs, agit comme s'il avait une zone de collecte unique de 1 km². La sensibilité de cette technologie est du genre à repousser les limites de la perception humaine. Quand le SKA fonctionnera à pleine capacité,
il aura la puissance de détecter non pas un radar d'aéroport ordinaire, mais le signal du téléphone portable dans la poche d'un astronaute sur une planète à 10 années-lumière. Cette échelle est révolutionnaire pour la zone d'évitement, car les radiotélescopes que nous utilisions jusqu'à présent avaient du mal à entendre les galaxies pâles derrière cette poussière dense. Les signaux se perdaient dans le bruit. Mais le SKA pourra filtrer ce bruit et entendre clairement le murmure de 21 cm de l'hydrogène, même depuis le coin le plus éloigné de l'univers. C'est comme passer d'une émission radio floue à un son numérique de qualité 4K. Le flux de données que fournira le SKA est si grand que la quantité de données qu'il produira chaque jour sera supérieure au trafic total de l'Internet d'aujourd'hui. Notre deuxième mécanisme est Erosita et la technologie de balayage à rayons X de nouvelle génération qu'il représente, TRAX, qui cartographie le squelette invisible de l'espace. Nous pouvons comparer cela à l'appareil IRM dans la main d'un médecin. Mais cet appareil IRM scanne tout le corps, tout le ciel, en même temps et en continu. Les télescopes à rayons X d'ancienne génération, par exemple, Chandra, étaient très sensibles, mais leur champ de vision était très étroit. Avec eux, scanner tout le ciel était comme essayer de cartographier une pièce en regardant à travers une paille. Cela prendrait des milliers d'années. Erosita fonctionne comme une caméra à rayons X avec des lentilles grand angle. Le travail qu'il fait physiquement est de détecter les gaz les plus chauds et les plus violents de l'univers. Les amas de galaxies ne sont pas seulement composés d'étoiles. La grande partie de la masse des amas est le gaz à l'état de plasma, remplissant le vide entre les galaxies et atteignant des millions de degrés. Ce gaz ne brille pas en lumière visible, mais brûle de mille feux en rayons X. Alors que la poussière de la Voie lactée bloque la lumière visible, elle est bien plus perméable aux rayons X à haute énergie. Quand Erosita regarde la zone d'évitement, il peut détecter les amas de galaxies géants qui s'y cachent grâce à l'éclat du gaz chaud à l'intérieur. Par cette méthode, des parties jamais vues auparavant du superamas de Vela et des points de connexion potentiels avec Shapley sont révélés. Dans des endroits qui paraissaient être vides sur les anciennes cartes. Erosita nous montre les eaux brillants de l'univers, c'est-à-dire les filaments de gaz chaud assis sur la toile de matière noire. Ce mécanisme est efficace car il ne nous dit pas seulement la place des galaxies, mais aussi comment elles se sont rassemblées, l'histoire thermodynamique de ces structures géantes. Le troisième mécanisme, et peut-être le plus futuriste, n'est pas un télescope physique, mais un univers numérique, les simulations contraintes. Des projets comme Illustris TNG recréent l'univers à l'intérieur d'un ordinateur. Nous pouvons comparer cela à une prévision météo. Les météorologues entrent les données de vent et de pression d'aujourd'hui dans l'ordinateur et prédisent le temps de demain. Les cosmologistes font exactement l'inverse. Ils entrent la carte de l'univers d'aujourd'hui dans l'ordinateur et en rembobinant le temps. Ils essaient de comprendre comment cette structure s'est formée. Mais la différence des simulations contraintes est la suivante. Elles ne créent pas un univers aléatoire. Elles sont nourries avec les données réelles de notre univers local, vitesse des galaxies, distribution de masse. La simulation fait tourner les lois de la physique, gravité, dynamique des gaz, énergie noire, et remplit les vides. C'est-à-dire qu'elle calcule ce qui devrait se trouver dans cet angle mort de 10% que nous ne pouvons pas observer, en regardant les traces gravitationnelles autour. Ces simulations suivent des milliards de particules virtuelles pour prédire quel type de structure
doivent se cacher derrière la Voie lactée. Et les résultats sont étonnamment précis. Les simulations avaient montré qu'il devait y avoir une densité de masse là-bas avant que le superamas de Vela ne soit découvert. Maintenant, les mêmes simulations suggèrent qu'il y a un pont de matière noire géant que nous ne pouvons pas encore observer directement entre le grand attracteur et le superamas de Shapley. Ces laboratoires numériques nous permettent de voir même là où les télescopes sont aveugles. Car la gravité ne ment pas. Si une rivière coule, la forme du lit est évidente. Ce mécanisme complète les pièces manquantes de la carte en utilisant les règles immuables de la physique. Quatrièmement, nous devons parler de l'astronomie du domaine temporel et de l'observatoire Vera-Rubin qui approche. Toutes les cartes dont nous avons parlé jusqu'à présent sont statiques, comme une photo figée de l'univers. Mais Vera-Rubin est une caméra géante qui filmera le ciel. Ce système installé sur les montagnes du Chili scannera tout le ciel austral toutes les quelques nuits pour capter le changement dans l'univers. La logique de ce mécanisme ressemble au jeu des 7 différences. Vera-Rubin prendra des millions de photos de la même région et les superposera. Grâce à cela, des structures trop pâles pour être vues sur une seule photo apparaîtront grâce à la lumière accumulée avec le temps. De plus, il pourra détecter les très petits mouvements, les changements de luminosité des étoiles et des galaxies dans la zone d'évitement. Pourquoi est-ce si efficace ? Car une façon de comprendre les structures derrière la Voie lactée est de séparer parfaitement les mouvements des étoiles au premier plan. En créant le catalogue le plus précis de milliards d'étoiles et de galaxies. Vera-Rubin rendra les cartes de vélocité particulières bien plus détaillées qu'aujourd'hui. Il nous permettra de voir les frontières de l'Aniakea, les directions de flux et l'effet du répulseur dipolaire à une résolution bien plus élevée. Je sais passer d'une carte routière floue à un système GPS montrant chaque rue et chaque feu tricolore. Quand toutes ces technologies, les super-oreilles du SKA, les yeux rayons X des Rosita, le cerveau numérique des simulations et la mémoire cinématographique de Vera-Rubin se combinent. Le tableau qui apparaît devant nous excite et effraie à la fois les scientifiques. Car ces outils ne nous donnent pas seulement les détails des structures connues. À mesure que les données se combinent, les traces d'un phénomène que nous n'avons pas encore nommé se précisent au-delà même du superamas de Shapley, bien en dehors des frontières de l'Aniakea. Ces nouveaux yeux signalent qu'à l'endroit où nous pensions que la carte finissait, Barr commence en fait un nouveau chapitre bien plus grand. Mais ce qui était vraiment excitant, c'est ce mystère ultime et plus grand vers lequel pointe tout cet arsenal technologique. Les ondes radio, les rayons X et les simulations se rejoignent en un seul point. Le superamas de Shapley est géant. Oui. Le grand attracteur est puissant. Oui. Mais il y a encore un résidu inexpliqué dans les données. Notre galaxie bouge encore plus vite que l'attraction totale de toutes ces masses connues. Cela veut dire que ce que ces nouveaux télescopes verront pourrait ne pas être seulement plus de galaxies. Peut-être qu'au-delà des frontières de notre quartier cosmique, il y a encore un fantôme d'une grandeur qui forcera notre compréhension de la physique. Maintenant, êtes-vous prêt à lever ce dernier rideau et à faire face au plus grand secret de l'univers? Et maintenant vient le vrai miracle. Ce dont nous avons parlé jusqu'à ce moment n'était que des tours d'échauffement. Nous avons parcouru les rives connues de la carte, salué des monstres familiers. Mais désormais, les eaux sûres sont finies, car il est temps de faire face à la vérité la plus profonde, la plus effrayante et la plus incroyable derrière ce dernier rideau sombre. Ce moment qui secoue le monde scientifique
fait brûler les manuels scolaires et efface le mot impossible du dictionnaire, se vit exactement maintenant. Attache bien ta ceinture, car notre vitesse va désormais défier même la vitesse de la lumière. Le plus grand secret de l'univers est révélé. Le premier moment épique fut cette seconde où la vraie nature du superamas de Shapley a été comprise. Et pendant des années, nous pensions que c'était juste un gros tas de galaxies. Mais, quand les données sont devenues claires, ce qui se tenait devant nous n'était pas un tas, mais un monstre gravitationnel qui agissait comme un trou noir cosmique sans être un trou noir. Shapley avalait tout dans ce coin de l'univers, pas seulement les galaxies. Il courbait les nuages de gaz, les rivières de matière noire, et même le temps lui-même. Les chiffres. Ah, ces chiffres. Ils étaient bien au-delà de ce que l'esprit humain peut saisir. La masse du superamas de Shapley n'était pas égale au total de 10 000 voies lactées. Non, elle était exactement de 10 milliards de masses solaires. Écrire ce chiffre ne tient même pas sur le papier, bien qu'il soit à 650 millions d'années-lumière de nous. Son effet d'attraction sur la Voie lactée était même supérieur à celui de la galaxie d'Andromède, juste à côté de nous. Son diamètre dépassait les 100 millions d'années-lumière. À l'intérieur, plus de 8000 galaxies bourdonnaient comme des abeilles dans une ruche. Et chacune de ces galaxies bougeait à des vitesses impossibles, comme 10 000 km par seconde, atteignant 3% de la vitesse de la lumière. Comment était-ce possible? Les modèles de cosmologie standard ne devaient pas permettre la formation d'une structure aussi géante à une période aussi précoce de l'univers. 13,8 milliards d'années n'était pas un temps suffisant pour la croissance d'un tel géant. Shapley défiait l'âge de l'univers. Et c'était comme si juste après le Big Bang, quelqu'un avait empilé de la matière supplémentaire là-bas. Cette découverte a mis le modèle de matière noire froide en crise, car les simulations calculaient la probabilité de formation d'une structure aussi grande que Shapley à 1 sur 1 milliard. Mais elle était là. Pas un miracle d'1 sur 1 milliard. C'était la réalité de l'univers. Le monde scientifique s'est figé face à ce paradoxe. Les théories étaient insuffisantes. Shapley repoussait les limites de la physique que nous connaissions. Mais, ensuite, la deuxième vague de choc est arrivée. Et cette fois, le coup est venu d'un endroit beaucoup plus inattendu du vide. La découverte du répulseur dipolaire fut l'un des plus grands moments de retournement de situation de l'histoire de l'astronomie. Car pendant des siècles, nous avions cru que la gravité ne faisait qu'attirer. De Newton à Einstein, tout le monde avait dit cela. Mais, en 2017, quand un groupe de scientifiques courageux a prouvé que ce vide géant sur la carte nous poussait, il y eut un silence profond dans les salles. Cette structure était un mur fait de néant. Son diamètre était exactement de 200 millions d'années-lumière. La densité de matière à l'intérieur était de 50%, inférieure à la moyenne de l'univers. C'est-à-dire que c'était un désert cosmique. Mais ce désert n'était pas passif. Il était si vide qu'il propulsait tout ce qui l'entourait vers l'extérieur. La moitié de cette vitesse folle de la Voie lactée. Ce record de 2,2 millions de kilomètres par heure était fourni par ce moteur de néant. Imaginez, ce qui nous poussait n'était pas la matière, c'était l'absence de matière. Cette trouvaille a bouleversé notre compréhension de la gravité. L'univers n'était plus seulement la danse des masses, c'était la guerre des vides. Le concept de poussée est tombé comme une bombe sur la cosmologie, car cela montrait que nous ne comprenions que 50% de la dynamique de l'univers local.
Les autres 50% étaient cachés dans l'obscurité, lasés dans le vide. Les scientifiques ont dû retirer leurs articles, réécrire leurs équations. Le terme répulseur dipolaire est entré dans la littérature en une nuit et n'en est jamais sorti. C'était un changement de perspective aussi radical que Copernic disant « la Terre tourne ». Désormais, nous ne courions pas seulement vers une cible, nous fuyions aussi une catastrophe. Notre troisième moment épique fut l'apparition fantomatique du superamas de Vela. Cette découverte est la plus grande honte et en même temps la plus grande victoire de l'astronomie moderne. Car Vela était devant nos yeux, sous notre nez. Mais nous ne l'avons pas vu. Nous avons regardé le ciel pendant 100 ans et nous avons cru que c'était vide. Jusqu'à ce que fin 2016, ces paraboles géantes en Afrique du Sud entendent le cri de l'hydrogène. Vela n'était pas un fantôme. C'était un titan. Il était à 800 millions d'années-lumière de nous. Mais la zone qu'il occupait, cette zone! Il remplissait une fenêtre de 25 par 20 degrés dans le ciel. C'était exactement 2000 fois la zone couverte par la pleine lune dans le ciel. Imaginez quand vous levez la tête, il y a une structure géante couvrant une grande partie du ciel, et vous ne pouvez pas la voir, car il y a un fin rideau de poussière devant. La masse de Vela était entre 1000 et 10 000 masses de Voie lactée. Il abritait plus de 100 000 galaxies. Et le plus effrayant, ce géant était aligné avec le superamas de Shapley. Mais plus loin, comment cela pouvait-il être possible ? Au XXIe siècle, alors que nous avions Hubble, alors que nous avions Chandra, comment pouvions-nous rater l'une des plus grandes structures de l'univers ? La réponse était simple, l'arrogance de la Voie lactée. Notre propre maison avait bloqué notre vue. La découverte de Vela a déclenché la peur que tout ce que nous savons peut être faux. Car si quelque chose d'aussi grand que Vela pouvait se cacher, qu'est-ce qui se cachait d'autre ? Les scientifiques ont paniqué. Ils pensaient que les cartes étaient pas complètes. Mais Vela leur a jeté au visage que 20% de la carte était encore des terres inconnues. Cette découverte était un appel au réveil. L'univers nous disait « Vous n'avez encore rien vu ». Le quatrième et le plus bouleversant moment fut ce jour où les frontières de l'Aniakea ont été tracées. Quand cette équipe à Hawaï a relié les directions de flux des galaxies, la forme qui est apparue n'était pas un continent, un pays ou un nuage. C'était un organisme vivant. L'Aniakea était un superorganisme géant qui respirait dans les veines duquel coulaient des galaxies. Et nous ne vivions pas dans son cœur, mais dans un vaisseau capillaire à son extrémité. Or, les dimensions de l'Aniakea ont brisé le livre des records. Son diamètre était de 520 millions d'années-lumière. Son volume était au-delà de l'imagination. Il contenait 100 000 galaxies géantes et 100 quadrilliards d'étoiles. Mais le plus choquant était que l'Aniakea n'était pas une fin. Il bougeait aussi. Ce corps géant, cette masse de 500 millions d'années-lumière, dérivait comme un tout vers quelque chose de plus grand. L'Aniakea n'était pas notre maison ultime, c'est juste un wagon. Et ce wagon était attaché à une locomotive nommée Superamas de Shapley. Cette découverte a changé le concept de maison à jamais. Nous n'étions plus citoyens de la Voie lactée. Nous étions citoyens de l'Aniakea. Mais l'Aniakea aussi était une province de l'empire de Shapley. Cette hiérarchie a tellement agrandi notre échelle cosmique que l'histoire de l'humanité est descendue en dessous d'un grain de poussière. Quand le monde scientifique a regardé cette nouvelle carte, il a été à la fois écrasé par sa grandeur et fasciné par son ordre. L'univers n'était pas le chaos, c'était une hiérarchie immense. Et au sommet de cette hiérarchie siégeait un roi que nous ne pouvions pas encore voir totalement. Et maintenant,
le 5e moment, le plus spéculatif, le plus effrayant. Le moment où nous avons senti le souffle froid du flux sombre dans notre cou. Quand les chercheurs du centre de vol spatial Goddard de la NASA ont examiné le mouvement de plus de 700 amas de galaxies, ils ont trouvé une anomalie que les lois de la physique ne pouvaient expliquer. Quand ces amas coulaient vers une direction qui ne correspondait ni à l'expansion de l'univers, ni à la gravité locale, vers l'extérieur. La vitesse de ce flux atteignait 1000 km par seconde, soit 3,6 millions de kilomètres par heure. Mais ce qui était vraiment effrayant, c'était la cible du flux. Ces galaxies étaient tirées vers quelque chose au-delà des frontières de l'univers observable, c'est-à-dire si loin que la lumière ne pouvait pas nous atteindre, en dehors de l'horizon visible de l'univers. Il y avait une mégastructure géante, inimaginable. Que pouvait être cette structure? Certains théoriciens ont murmuré que cela pourrait être l'effet gravitationnel d'un autre univers. Oui, vous avez bien entendu, la théorie du multivers. Peut-être qu'un univers voisin s'était approché si près de notre univers qu'il laissait fuir de la gravité et attirait nos galaxies vers lui. D'autres ont soutenu que c'était une inclinaison géante dans le tissu de l'espace-temps, restante de la période d'inflation de l'univers. Quoi qu'il en soit, l'existence du flux sombre a brisé l'un des plus grands tabous de la science. La croyance que l'univers observable est tout s'est effondrée. Désormais, nous savons qu'au-delà de la frontière que nous pouvons voir, il y a des monstres qui nous influencent, nous tirent, nous façonnent. Cette découverte a porté l'astronomie au bord de la métaphysique en un instant. Les scientifiques ont fait face à une vérité pour laquelle leur télescope ne suffisait pas. Les données étaient là, mais les explications étaient hors de ce monde. Et c'était l'endroit où la science finissait et où l'imagination commençait. Tous ces moments épiques, l'obésité de Shapley, la force de poussée du vide, la dissimulation de Vela, le flux de l'Aniakea et cet appel inquiétant du flux sombre, crient une seule vérité. L'univers est bien plus grand, bien plus connecté et bien plus mystérieux que nous le pensions. Mais toutes ces découvertes nous amènent à une seule question. Si toutes ces structures géantes sont là, si elles nous tirent toutes dans une direction, et si nous allons aussi vite vers cette direction, qu'y a-t-il au bout du chemin? Où se déverse cette rivière cosmique? Et là où elle se déverse, quel destin nous attend? Et la fin du chemin ne s'ouvrait pas seulement sur l'obscurité, car l'endroit où menait ce flux ultime n'était pas un cimetière, c'était une usine de transformation cosmique. Quand les astronomes ont regardé au cœur du grand attracteur et du superamas de Shapley derrière lui, ils n'ont pas vu seulement de la masse. Ils ont vu le tableau le plus épique de la violence, de la destruction et de la renaissance. Ils ont regardé comme un film d'horreur, enregistré seconde par seconde, comment les galaxies se déchiraient, comment les étoiles devenaient orphelines et comment les plus grandes structures de l'univers se mangeaient entre elles. Et où nous allons en regardant seulement les traces que nous laissons derrière. Cette situation peut créer une incertitude tragique. La peur, comment puis-je avancer sans voir la fin de la route, peut pénétrer l'homme. Notre ignorance sur le destin ultime de l'univers peut nous faire sentir vulnérables, comme si nous étions dans un train allant à toute vitesse dans un tunnel sombre et que nous ne savions pas où mènent les rails. Pourtant, cet inconnu est aussi notre plus grand espoir, car le futur n'est pas écrit. Oui, les lois de la physique pointent vers une certaine route, mais l'univers est toujours plein de surprises. Quand nous résoudrons la nature de l'énergie noire,
peut-être trouverons-nous quelque chose qui changera notre destin. Peut-être que ce flux sombre ne nous mène pas à une destruction, mais à un nouveau commencement. Que le futur soit sombre ne signifie pas qu'il est vide. Cela signifie qu'il est plein de potentiel non encore découvert. Tu dois aussi faire la paix avec l'incertitude de ce voyage. Dans ta propre vie aussi, tu ne peux pas voir le futur. Tu ne sais pas ce qui se passera demain. Mais avec ce que tu as appris de ton passé, tu construis aujourd'hui. En tant qu'humanité, nous faisons la même chose. En utilisant la lumière du passé, la science, nous essayons de trouver notre chemin dans l'obscurité du futur, l'inconnu. Tu fais partie de ce voyage de découverte. L'inconnu peut être effrayant, mais c'est aussi le carburant de la curiosité et de la découverte. Si nous savions tout, quel sens resterait-il à vivre, à chercher? L'obscurité du futur est la toile sur laquelle nous peignons nos rêves. Le dernier, et peut-être le plus touchant, contraste est cette lutte existentielle entre l'absence de sens et la création de sens. D'un côté, il y a ce fonctionnement froid, indifférent et mécanique de l'univers. Le fait que le grand attracteur nous tire n'est pas une invitation personnelle, mais c'est juste une conséquence de la loi de la gravité. L'univers ne s'intéresse pas à notre bonheur, à nos souffrances ou à notre existence. Quand une supernova explose, elle n'est pas triste en détruisant les planètes autour. Quand les galaxies entrent en collision, elles ne souffrent pas. L'univers se produit simplement. Cette indifférence peut donner à l'homme un profond sentiment de néant. La question, si l'univers ne se soucie pas de moi, pourquoi suis-je là? Résonne dans cette froideur. Mais c'est ici qu'intervient le miracle d'être humain, d'être conscient. L'univers ne donne pas de sens, mais toi, tu crées du sens. Toi, quand tu regardes ces étoiles froides, tu écris des poèmes. Quand tu cartographies ces galaxies lointaines, tu fais de la science. Quand tu regardes ces vides, tu produis de la philosophie. C'est toi, face à l'indifférence de l'univers. Tu poses ton propre sens, ton propre amour et ta propre curiosité. Tu remplis le vide de l'univers avec tes propres histoires. Le grand attracteur n'est qu'une densité de masse, mais pour toi, il est un mystère, une cible, une aventure. Cette capacité fait de toi l'être le plus puissant de l'univers. Car tu es la seule chose qui peut ajouter une âme à la matière. Sans toi, l'univers ne serait qu'une scène de théâtre silencieuse, une pièce sans spectateurs, sans personne pour applaudir. Mais tu es là. Et parce que tu es là, ces explosions géantes, ces danses cosmiques gagnent un sens. Tu es le miroir que l'univers se tend à lui-même, et ce qu'il voit dans ce miroir n'est pas seulement de la matière, c'est aussi la vie. Tu utilises aussi ce pouvoir dans ta propre vie, malgré les difficultés, les pertes et les incertitudes que tu vis. Tu ajoutes un sens à ta vie. Tu aimes, tu produis, tu partages. Face à ce silence géant de l'univers, tu dis ton propre rire, ta propre parole. Tu es une révolte contre l'absence de sens. Et cette révolte est la plus belle chanson du cosmos. Maintenant, arrête-toi et pense. Après avoir regardé cette vidéo, après avoir lu ces mots, que ressens-tu à l'intérieur? Peut-être qu'une partie de toi se sent écrasée, rétrécie et insignifiante face à ces chiffres et distances géants. Tu dis « Je ne suis qu'un grain de poussière ». Ce sentiment est l'humilité cosmique et c'est un sentiment extrêmement sain et réaliste. Mais peut-être que ton autre partie se remplit d'une fierté, d'une expansion donnée par le fait d'avoir pu comprendre toutes ces structures géantes. Car tu dis « Je porte l'univers en moi ». C'est l'honneur cosmique et c'est tout aussi réel que l'autre. Les deux sont vrais. Tu es à la fois un grain de poussière et un géant. Tu es à la fois
temporaire et infini. Tu es à la fois seul et lié à tout. Cette contradiction est l'essence même d'être humain. Embrasser cette contradiction signifie faire la paix avec l'univers. Tu as raison d'avoir peur, car l'univers est grand et dangereux. Mais tu as aussi raison d'être admiratif, car l'univers est immense et beau. Aller et venir entre ces deux sentiments est le prix émotionnel de l'illumination scientifique. Et ce prix vaut la peine d'être payé. Désormais, nous savons. Ce qui se cache derrière la Voie lactée n'est pas seulement un tas de masse. C'est une partie de notre destin cosmique. La réponse à la question « Qu'y a-t-il là-bas ?», qui dure depuis des siècles, nous a mené non seulement à de nouvelles galaxies, mais à de nouvelles questions. En remplissant les endroits restés vides de la carte, nous avons mieux compris notre propre place. La règle, Vela, Chapelet, le répulseur dipolaire. Ce ne sont plus des noms étrangers, ce sont les rues de notre quartier, les bâtiments de notre ville. Le voyage ne finit pas ici. En fait, il ne fait que commencer, car chaque réponse ouvre la porte à une plus grande question. À mesure que nos télescopes se renforcent, que nos simulations s'améliorent, nous atteindrons des secrets plus profonds derrière ce rideau sombre. Peut-être qu'un jour, nous trouverons la source de ce flux sombre. Peut-être verrons-nous la preuve des multivers. Ah, mais quoi que nous trouvions, il y a une seule vérité qui ne changera pas. Nous sommes les enfants curieux de cet univers qui demandent et qui comprennent. Et le plus grand mystère de l'univers est peut-être caché, non pas dans ces galaxies lointaines, mais dans nos esprits petits, fragiles mais courageux, qui regardent ces galaxies et demandent pourquoi. Nous sommes traînés vers le grand attracteur. Mais nos yeux sont ouverts, notre esprit est éveillé. Et cette dérive n'est pas une chute effrayante, c'est un voyage de découverte immense. Nous avons levé le rideau, nous avons regardé l'obscurité, et là, nous avons vu notre propre reflet. Maintenant, avec la lumière de ce savoir, il est temps de nous laisser aller à ce flux infini. Nous avons vu où notre galaxie est traînée et ses structures géantes, Sémèse. Il y a une probabilité bien plus effrayante que je ne vous ai pas encore dite. Peut-être que la source de ce mystérieux flux sombre n'est même pas notre univers. Au-delà du mur, un nombre infini de toi pourrait vivre un nombre infini de vies différentes. Dans le prochain voyage, nous briserons le miroir de la réalité et entr'ouvrirons la porte des univers parallèles. Êtes-vous prêts ?